Allez, on passe à un autre Ask, une nouvelle session de questions-réponses. C'est le deuxième épisode des vacances, et à notre retour, il y en aura un autre. Vous savez que cette section était hebdomadaire auparavant, mais cette année, elle connaîtra quelques changements. D'une manière ou d'une autre, elle fera son retour dans un format un peu différent. Commençons donc avec les questions que vous avez posées cette semaine. Alejandro Solorzano s'interroge. Il a l'impression qu'ici sur YouTube, concernant le Real Madrid, presque tout le monde rame dans le même sens, comme s'il y avait une cohésion globale de la communauté. En général, il trouve que la communauté est plutôt bonne, mais il ne perçoit pas la même dynamique chez les fans du Barça sur YouTube. Pourquoi, selon vous, cette communauté ne serait-elle pas aussi agressive entre ses membres eux-mêmes? Pour répondre, je dirais que je n'ai pas une connaissance parfaite de la façon dont se comporte la communauté Barça sur YouTube et, honnêtement, je ne suis pas très fan non plus des termes YouTube Real Madrid ou YouTube Barça, mais admettons que ce soit une manière simple de catégoriser les contenus. D'après ce que j'observe, sur YouTube Barça, à quelques exceptions près, il existe un problème assez marqué lié au niveau social et au niveau d'intelligence de certains spectateurs, ce qui crée parfois plus de tensions, plus de conflits ou de comportements problématiques. Quant à YouTube Real Madrid, ma perception est différente. Ma courant et le mien propre, je n'ai pas grand-chose à voir avec la majorité des autres créateurs qui produisent du contenu sur le Real Madrid. Je ne mentionne quasiment personne, sauf si je suis mentionné en premier. Je ne considère pas que cet espace doive être la maison de la prairie, libre de tout conflit ou discussion. Chaque chaîne a son style, ses priorités et sa liberté éditoriale. Certains produisent un contenu plus original, plus captivant, d'autres suivent des logiques différentes. Bref, tout cela dépend beaucoup de la perception individuelle et du rapport que chacun entretient avec sa communauté. Passons maintenant à une autre question, posée par Fernando F. En jouant un peu à ce qu'on pourrait appeler le football fantasy ou la prévision du futur, quel type d'entraîneur pourrait arriver au Real Madrid après Xavi Alonso? Imaginons que cette saison, Alonso remporte la Liga et la Coupe, mais que lors de la saison suivante, il n'obtienne aucun titre. Pour ma part, je pense qu'Alonso est le dernier entraîneur choisi directement par Florentino Pérez dans cette phase du club. Donc, à ce stade, la meilleure chose à faire est de le laisser accomplir son œuvre. Qu'il réussisse ou qu'il échoue, c'est son moment. Personnellement, je suis très enthousiaste à l'idée de voir Alonso en tant qu'entraîneur du Real Madrid. C'est quelque chose que j'attendais depuis que j'ai appris qu'il se lançait dans le métier d'entraîneur. Si je devais parler du prochain crash, de celui qui pourrait éventuellement prendre le relais, je ne dis pas forcément pour le Real Madrid, mais si je devais anticiper, je parierais sur Cesc Fabregas. Oui, mon ami Fabregas, que j'ai un jour bloqué après une discussion sur Cristiano, alors que Cristiano jouait un mondial avec 2 ans de moins que lui. Cela dit, je lui envoie un grand clin d'œil et je suis convaincu qu'il a le potentiel pour devenir un entraîneur très compétent à l'avenir, capable de se faire un nom et de diriger de grands effectifs. En résumé, cette série de questions et réponses permet non seulement d'éclairer un peu les dynamiques des communautés YouTube autour du football, mais elle ouvre également la porte à la réflexion sur le futur du Real Madrid, que ce soit sur le plan des entraîneurs ou des jeunes talents qui pourraient émerger sous la direction de Xavi Alonso. Il y a beaucoup à suivre, beaucoup. Je crois sincèrement que Cesc Fabregas pourrait un jour entraîner le Real Madrid. Je ne parle pas d'après Alonso, ni dans 1 an, ni dans 2 ans, mais je suis convaincu que Fabregas possède les qualités nécessaires pour prétendre au poste. Selon moi, après la saison prochaine, il est probable qu'il retourne en Premier League où il pourrait entamer une carrière d'entraîneur exceptionnel, à condition, bien sûr, qu'il décide de quitter le confort actuel du rôle qu'il occupe. Car il faut comprendre ce confort. Fabregas bénéficie aujourd'hui d'une grande liberté dans ses interventions et ses analyses, notamment lorsqu'il commande des matchs pour Amazon Prime. Il est dans un environnement où il n'a presque aucune pression directe, une situation qui lui permet de s'exprimer pleinement et de développer sa vision du football sans contrainte. Cette liberté, il est peu probable qu'il la retrouve dans un grand club comme Manchester City ou dans une équipe avec des obligations de résultats stricts. Si Guardiola devait quitter son poste au City l'année prochaine, je n'aurais aucun doute. Fabregas serait, selon moi, une option très sérieuse pour le remplacer. Mais bien sûr, tout cela reste pour l'instant de la pure spéculation. Un jeu de si? En tout cas, j'aimerais vraiment voir ce duel potentiel entre Alonso et Fabregas, 2 profils très différents mais très complémentaires sur le plan tactique et stratégique. Ce serait un affrontement passionnant et, à mon avis, très enrichissant pour le football moderne. Passons maintenant à une autre question posée par un abonné qui concerne le développement personnel et l'importance de l'environnement dans lequel on évolue. Il me demande, en gros, si le fait de m'installer à Madrid a été un choix réfléchi pour m'entourer de personnes susceptibles de m'aider à progresser, tant sur le plan professionnel que personnel.
Je trouve cette question très pertinente car elle touche à un aspect fondamental de toute carrière ou de tout projet de vie, l'influence du cercle social et professionnel. Pour ma part, je peux dire que le groupe d'amis que j'ai laissé à Vitoria reste parmi les meilleures amitiés que je puisse avoir. Ces personnes, bien qu'elles n'aient pas de lien avec le monde de la communication ou du football, sont restées des repères solides. Tous les obstacles que j'ai pu rencontrer à Vitoria ne dépendaient en réalité que de moi et non de mon entourage ou de ma famille. Cela dit, il était nécessaire, à un moment donné, de quitter ma ville natale pour m'installer dans une grande ville comme Madrid. Comparé à Vitoria, Madrid représente un véritable tremplin professionnel et personnel. C'est une métropole où l'on peut rencontrer des personnes de tous horizons, où les opportunités sont plus nombreuses et où les contacts permettent d'élargir sa vision et ses ambitions. Certes, aujourd'hui, avec la prolifération des réseaux sociaux, il est possible de se faire connaître depuis une ville plus petite, comme l'exemple de Boy ou de Quillo le montre parfaitement. Quillo, par exemple, a su développer sa carrière depuis sa ville d'origine sans être au cœur de l'univers Real Madrid, et c'est impressionnant. Cependant, pour ma propre trajectoire dans le monde de la communication et du football, le fait d'être à Madrid m'a ouvert des portes que je n'aurais probablement jamais pu atteindre ailleurs. Cela m'a permis de rencontrer des personnes influentes, de nouer des collaborations, de bénéficier d'opportunités médiatiques, notamment à la télévision, et de développer un réseau solide et pertinent pour ma carrière. En somme, l'environnement dans lequel on évolue joue un rôle crucial dans le développement personnel et professionnel. Être entouré de personnes compétentes, ambitieuses et inspirantes permet de se dépasser et de progresser plus rapidement. Pour conclure, je dirais que mon installation à Madrid n'était pas simplement un choix géographique, mais une décision stratégique pour créer un environnement favorable à ma croissance personnelle et professionnelle. Et c'est ce mélange entre réseau, opportunités et développement personnel qui, selon moi, fait toute la différence. Alors, pour commencer, je me souviens très bien de ce moment où l'on m'a proposé de donner une chance à Vine aux États-Unis. Je me trouvais dans une chambre et je me suis dit que si cette chambre avait été à Vitoria ou à Valladolid, je ne me serais sans doute pas installé à Madrid de la même manière. Mais je crois profondément qu'il est extrêmement important, pour évoluer et rencontrer les bonnes personnes, de se déplacer, de changer d'environnement, de se confronter à de nouvelles expériences. Aujourd'hui, en regardant autour de moi, nous avons créé un groupe que j'aime considérer comme la nouvelle génération, ou du moins comme ceux qui commencent à prendre une place prépondérante dans les médias de communication. Ce sont majoritairement des amis à moi, et je pense que cette dimension sociale est essentielle. C'est un facteur déterminant dans la manière dont on progresse personnellement et professionnellement. Je crois vraiment que si tu as l'occasion de bouger et de t'ouvrir à de nouvelles expériences, il faut le faire, parce que la vie est faite de défis permanents et qu'on rencontre toujours de nouvelles opportunités ou de nouveaux projets à explorer. Par exemple, Victor Cedillo m'a posé une question qui fait écho à cette idée de comparaison avec d'autres créateurs. Il voulait savoir si, selon moi, Ramon pourrait surpasser mon nombre d'abonnés. Tout d'abord, je tiens à dire que je ne le prends pas mal, et je comprends la curiosité derrière cette question. J'apprécie beaucoup nos chaînes respectives, et il est vrai que le contenu de Ramon connaît une croissance constante tandis que la mienne a évolué différemment depuis le Inaki Angulo Show. Ramon publie beaucoup plus de contenu que moi chaque mois, ce qui augmente naturellement ses chances de toucher un public plus large. Il y aura toujours des personnes qui penseront que son contenu est meilleur et d'autres qui penseront le contraire. Mais ce que j'ai choisi, c'est de privilégier la qualité et la rentabilité plutôt que la quantité pure. Je n'ai pas forcément besoin de publier des dizaines de vidéos par mois pour réussir. J'ai opté pour un modèle où chaque production est réfléchie, où chaque vidéo a un sens et une valeur, même si cela génère moins de vues immédiates. Ce choix me permet de consacrer du temps à d'autres projets, de me développer personnellement et professionnellement, et d'explorer des aspects de la communication qui sont, pour moi, beaucoup plus enrichissants. Je ne vis pas constamment dans l'obsession des statistiques ou du nombre de vues. Je sais à peu près où en est ma chaîne et je mesure mon succès sur d'autres critères que le simple volume. Ensuite, concernant le Real Madrid, il existe selon moi un grand malentendu autour de ce club et plus particulièrement de la figure de Florentino Pérez. Beaucoup de supporters, à tort, croient en une forme d'infaillibilité, comme si chaque décision, chaque recrutement et chaque mouvement était parfaitement planifié à l'avance. Cette aura de perfection et ce culte quasi religieux autour de Florentino distorsionnent la réalité. En réalité, derrière les coulisses, le club fonctionne comme toute organisation professionnelle. Ce sont des décisions humaines, stratégiques et financières qui déterminent la composition de l'équipe et la place des joueurs. Il est très important de comprendre que le madridisme ou la loyauté supposée d'un joueur n'est pas ce qui garantit sa présence au club. Qu'un joueur se dise très attaché au Real Madrid ou qu'il affirme être passionné par le club ne change rien à la réalité.
C'est son talent, son professionnalisme et sa capacité à rester indispensable aux yeux de la direction qui déterminent sa place. Vinicius, Cristiano, Messi, Guardiola ou n'importe quel autre joueur reste, avant tout, des pièces d'un système professionnel où chacun est, en théorie, remplaçable. L'industrie du football est ainsi faite. Les talents sont rares et différenciés, mais chaque club doit constamment évaluer et optimiser ses effectifs. Il ne faut donc pas idéaliser la fidélité ou l'attachement d'un joueur à un club, car dans ce domaine, ce sont les compétences et l'utilité sportive qui priment toujours. En résumé, que ce soit pour la création de contenu ou pour le football professionnel, 2 points apparaissent clairement. D'abord, l'importance cruciale de l'environnement dans lequel on évolue, qui peut stimuler ou freiner notre développement. Ensuite, la nécessité de comprendre la réalité des structures professionnelles, que ce soit dans les médias ou dans le sport, loin des mythes et des idées reçues qui circulent parfois parmi les supporters ou le grand public. En parlant du Real Madrid et de la perception que l'on peut avoir autour de ce club, il y a quelque chose de très clair. Beaucoup de fans entretiennent des idées fausses sur ce qui se passe vraiment en coulisses, et une grande partie de ces idées tourne autour de Florentino Pérez. Il y a ce culte presque mystique qui s'est créé autour de sa personne, cette aura d'infaillibilité qui laisse penser qu'il contrôle tout, qu'il a toujours tout planifié à l'avance et que chaque décision est absolument parfaite. Mais la réalité est beaucoup plus simple et humaine. Florentino est un dirigeant exceptionnel, un visionnaire à bien des égards, mais il reste un être humain et ses décisions, même si elles sont réfléchies et stratégiques, ne sont pas infaillibles. Tout ce culte autour de lui, cette image de déité, a fini par créer des distorsions dans la perception qu'ont les supporters du club. Cela s'ajoute à des idées parfois absurdes, comme croire qu'un joueur ne viendra pas au club parce qu'il a eu un comportement jugé incorrect ou parce qu'il a exprimé une préférence pour un autre club. Ces considérations, souvent enfantines, n'ont absolument pas d'impact réel sur les décisions sportives économiques. Ce qui compte, c'est le talent, la compétence et la valeur que le joueur apporte à l'équipe, ainsi que l'appréciation de la direction pour sa contribution au projet global. Ensuite, concernant la tactique et la question du 4-3-3 au Real Madrid, il y a un débat récurrent sur le fait que le club ne semble pas capable de jouer ce système avec efficacité, contrairement à d'autres grands clubs européens comme Liverpool, Manchester City, le Paris Saint-Germain, Barcelone ou Arsenal. À première vue, certains pensent que la solution serait simplement de faire courir davantage des joueurs comme Mbappé ou Vinicius. Mais ce n'est pas si simple. Le problème réside dans la composition de l'équipe et les profils de certains joueurs, notamment dans le milieu de terrain. Avec des joueurs comme Bellingham dans l'un des 3 postes centraux et en considérant le style de jeu de la saison passée, le système devait s'apparenter davantage à un 4-2-4. De plus, certains joueurs peuvent avoir des difficultés à s'organiser autour du ballon dans ce schéma, et l'implication défensive nécessaire pour réussir un 4-3-3 n'est pas constante. Il y a également le facteur de la construction du jeu depuis l'arrière et de l'efficacité du milieu de terrain qui nécessite un ajustement minutieux. Tout cela rend le 4-3-3 plus compliqué à mettre en place au Real Madrid que dans d'autres équipes, mais je ne dirai jamais que c'est impossible. Avec du travail sur l'attitude des joueurs offensifs, l'amélioration de la sortie de balle, et un ajustement du milieu de terrain, le club pourrait parfaitement y parvenir. En parlant de composition d'équipe idéale pour les grands matchs, si tous les joueurs étaient à 100% de leur capacité, Carvajal et Militao en pleine forme pourraient composer la défense avec une ligne de 3 et des latéraux comme Trent Alexander-Arnold et Alvaro Carra. Au milieu, des joueurs comme Tchouaméni, Valverde et Bellingham pourraient assurer la récupération et la transition, tandis qu'en attaque, Vinicius et Mbappé auraient toute la liberté nécessaire pour s'exprimer. Bien sûr, des ajustements seraient nécessaires selon la forme du moment, mais cela donne une idée générale d'une hypothétique formation type dans des conditions optimales. Enfin, concernant des questions plus stratégiques sur le développement de jeunes joueurs, comme l'idée d'ouvrir un club affilié au Real Madrid en Amérique du Sud pour détecter et former des talents dès l'adolescence, c'est une idée séduisante mais totalement irréaliste. Le coût logistique, financier et humain serait colossal, et la mise en place d'une telle structure dans un pays immense comme le Brésil serait pratiquement impossible à centraliser. En réalité, le Real Madrid a déjà repéré des talents de manière ponctuelle, mais tenter de créer un réseau massif pour contrôler tout le continent serait inviable. Quant aux questions liées à la gestion de joueurs comme Rodrigo et Vinicius, une cession ne serait pas pertinente, car elle pourrait nuire à la continuité du développement du joueur et n'apporterait pas d'avantages significatifs pour le club. Il s'agit donc de décisions délicates qui nécessitent une réflexion stratégique et une vision à long terme, et qui démontrent bien que, derrière chaque décision, le Real Madrid fonctionne comme toute organisation professionnelle, avec pragmatisme, talent et stratégie, loin des mythes et des idées reçues. Concernant la situation de Rodrigo et Vinicius, il faut bien comprendre que le Real Madrid agit toujours selon sa logique professionnelle économique.
Dans le cas de Rodrigo, si une offre intéressante se présente, le club ne réfléchira pas longtemps. Il cherchera à tirer profit de l'opportunité. Cela peut évidemment influencer la gestion de Vinicius et la dynamique globale de l'effectif. D'ici 15 mois, la composition de l'équipe pourrait être totalement différente. Il se peut que ni Vinicius ni Rodrigo ne soient encore là, ou au contraire que les deux restent. Mais dans l'état actuel des choses, une simple option de prêt pour Rodrigo semble presque impossible à envisager. Par ailleurs, le Real Madrid ne cesse d'innover dans sa manière de réfléchir au jeu et à la formation. Des concepts comme le macro et le micro-spotlight sont régulièrement utilisés pour analyser les performances des joueurs et le fonctionnement de l'équipe. Même si certains de ces termes ne sont pas employés de façon permanente, ils servent à introduire de nouvelles notions et à rafraîchir le vocabulaire tactique et stratégique. L'idée est de toujours renouveler les concepts, d'élargir la compréhension du jeu et de stimuler la réflexion sur l'évolution du collectif. En ce qui concerne les joueurs actuellement en difficulté ou en fin de cycle, comme Mendy, Alaba ou Ceballos, la situation est délicate. Il est quasi impossible de se séparer complètement d'eux dans l'immédiat, mais il est nécessaire d'agir. Pour Mendy et Alaba, on peut espérer qu'ils participent à quelques matchs, 1 sur 5, par exemple, tandis que Ceballos semble condamné à être écarté progressivement, car il n'a pas le niveau requis pour progresser sous la direction d'Alonso. L'entraîneur a bien compris qu'avec ce joueur, le projet ne pouvait pas avancer, et il faudra donc gérer ces situations avec pragmatisme. Un autre sujet récurrent concerne la répartition des postes offensifs. Sur le flanc droit, Vinicius, Rodrigo et Mbappé occupent déjà une large partie du temps de jeu, tandis que de l'autre côté, il n'y a que Brahim, dont le niveau ne peut pas rivaliser avec les meilleurs. Cela soulève la question d'un éventuel renfort à ce poste, d'un défenseur central supplémentaire et d'un milieu de terrain pour consolider l'équilibre de l'équipe. Cependant, l'hypothèse la plus probable est qu'aucun nouvel attaquant ne sera recruté et que les minutes de jeu seront simplement redistribuées selon la stratégie d'Alonso. Si Vinicius venait à récupérer pleinement son niveau et que Rodrigo reste, la situation resterait gérable. Mais en cas de départ de l'un ou de l'autre, l'urgence à ce poste deviendrait absolue. Quant aux jeunes joueurs comme JUT, l'attente pour la saison 25 à 26 est claire. Il doit commencer à se comporter comme un professionnel, retrouver une condition physique optimale et corriger certains défauts de préparation physique. L'idée est qu'il s'intègre davantage dans le collectif, qu'il obéisse aux consignes de l'entraîneur et qu'il joue selon les principes établis par Alonso. Il est crucial qu'il cesse de se croire au-dessus des règles et qu'il accepte l'autorité et la structure du vestiaire afin de redevenir un joueur fiable et capable d'apporter sa contribution au Real Madrid. Le leadership au sein de l'équipe est également un enjeu majeur. Les jeunes stars actuels Vinicius, Rodrigo, Bellingham et même Mbappé évoluent dans une époque où tout est plus facile, plus accessible et plus rapide. Ils ont été endiosés très tôt et doivent apprendre à assumer leur rôle de leader sur le terrain. Pour que l'équipe retrouve sa culture de compétitivité et d'exigence, il est essentiel que ce leadership émerge d'eux-mêmes, qu'ils prennent conscience de leur potentiel et de leurs responsabilités, tout en restant fidèles à ce qu'ils sont. Enfin, concernant la possibilité que le Real Madrid se sépare de Vinicius, il faut être clair. Le club pourrait accepter une offre importante cet été. Cela ne signifie pas qu'une telle offre arrivera forcément. Mais si le club vend Vinicius, ce serait pour sécuriser une transaction financièrement intéressante et éviter des complications contractuelles ou sportives. Tout cela démontre bien la logique implacable du club. Même lorsqu'il s'agit de joueurs emblématiques, ce n'est pas l'affection ou le mythe qui guide les décisions, mais la stratégie et l'intérêt collectif. Concernant Arda, au poste de milieu de terrain, il est encore trop tôt pour se prononcer de manière définitive sur son évolution. On ne peut pas écrire en pierre ce qu'il deviendra. Mais ce qui est certain, c'est que sa participation au dernier mondial a été positive pour lui. Nous avons pu constater qu'il est capable d'influencer le jeu à plusieurs niveaux du terrain, dans toutes les zones et à différentes hauteurs. Il reste cependant nécessaire d'observer davantage ses performances avant de tirer des conclusions solides. Pour l'instant, il semble davantage orienté vers la dernière passe et la capacité à dynamiser l'équipe dans les 3/4 de terrain, mais il faudra analyser plus en profondeur sa capacité de frappe et son apport offensif direct. Ce que l'on a pu voir jusqu'ici donne envie d'en découvrir davantage et de suivre son évolution pour savoir jusqu'où il pourra réellement progresser et s'affirmer au plus haut niveau. En parlant de philosophie de jeu, le retour du mourinisme est évoqué dans certaines discussions. Avec le crufisme et les narratives contemporaines du jeu de position, certains s'interrogent sur ce que l'on pourrait réellement retenir de l'époque Mourinho. On se souvient des critiques qu'il adressait aux madridistas déguisés, terme utilisé pour désigner ceux qui, travaillant au sein du club à l'époque, semblaient afficher un engagement superficiel ou trompeur. Aujourd'hui, reprendre cette expression pour qualifier des commentateurs extérieurs ou des observateurs libres
qui expriment leurs opinions, qu'elles soient justes ou erronées, prudentes ou spontanées, est un chemin dangereux. Cela confond liberté d'expression et critique légitime avec une sorte de jugement moral sur l'appartenance au club, et il faut être conscient que cette tendance, bien que répandue, émane souvent de personnes insignifiantes dans la sphère réelle du football. Pour ce qui est des nouveautés que je compte introduire la saison prochaine, il y aura notamment un renforcement des réactions en direct au match et à leur post-analyse. Pour la Liga, chaque rencontre sera suivie en direct, permettant à tous ceux qui nous suivent de vivre le match en temps réel, puis de pouvoir revoir l'analyse détaillée par la suite sous forme de vidéo autonome. Concernant la Ligue des Champions, les directs se feront très probablement depuis le stade ou depuis un lieu proche, afin d'être au plus près de l'action et de transmettre cette expérience aux spectateurs. Ainsi, dès la fin du match, il y aura un direct immédiat permettant de réagir aux événements sur le terrain et de partager des analyses fraîches et spontanées. Cette nouvelle initiative illustre bien la volonté de rester proche de la communauté et de créer un contenu vivant et interactif. L'objectif est de continuer à offrir aux abonnés un suivi en temps réel, tout en maintenant la qualité de l'analyse et l'immersion dans le monde du Real Madrid. C'est aussi une manière de remercier toutes les personnes qui contribuent à soutenir ce travail, de les inclure dans le processus et de leur offrir une expérience toujours plus complète et engageante. Enfin, comme toujours, il s'agit de partager ces moments avec authenticité et spontanéité, sans artifice, en conservant l'esprit de passion et de curiosité qui anime chaque discussion autour du club, de ses joueurs et de son actualité.